Pour l'instant, les US, ils n'arrêtent pas de redéfinir les règles toutes les 2 minutes, et ça nous met dans une position qui est difficile pour savoir exactement quoi faire de notre côté. On est très dépendant des États-Unis au Canada pour notre commerce international, et c'est une grosse partie de notre PIB, donc forcément, si on rentre dans cette guerre commerciale sans réfléchir, ça risque de nous coûter très cher. Mettre des tarifs douaniers, c'est pas du tout le même impact sur le Canada et sur les US, et c'est justement là-dessus que j'ai envie de faire un gros point dans cette vidéo. Salut les investisseurs, c'est Stéphane, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble le point sur la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Je sais, c'est hyper clivant, je vais dans cette vidéo prendre certaines positions. J'ai aucun problème avec le fait que tu sois pas d'accord avec moi, on peut en débattre dans les commentaires. Tout ce que je te demande, c'est que les commentaires soient constructifs, c'est-à-dire tu m'amènes un point de vue, on en discute ensemble, tu peux discuter avec les autres personnes de la commu, et c'est ça qui est cool en fait, c'est qu'on échange justement les points de vue et qu'on essaye de faire évoluer la vision qu'on peut avoir sur cette guerre commerciale. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va faire un petit récapitulatif de la situation de laquelle on est depuis le début de la semaine. Donc, lundi 3, on a les US qui imposent les tarifs douaniers de 25% sur la plupart des produits et 10% sur l'énergie. Ensuite, mardi, le Canada réplique avec des tarifs douaniers de 25% sur 30 milliards de dollars de biens importés des États-Unis. On reviendra bien sûr là-dessus après avec les types de biens qui sont impactés. Et ensuite, on a le mercredi 5, les US qui donnent des exemptions d'un mois sur les autos qui suivent les règles d'origine de l'accord USMCA. Donc ça veut dire qu'ils sont fabriqués au Canada, etc. Le Canada signale mettre en pause la phase 2 des tarifs douaniers qu'il voulait imposer sur 125 milliards de biens importés à partir des États-Unis. Et le jeudi 6, on a eu les US qui clarifient les exemptions. Tous les produits canadiens qui respectent les règles d'origine de l'accord USMCA ne seront pas affectés par les droits de douane. Le Canada déclare maintenir les droits de douane de la phase 1 jusqu'au retrait total des droits de douane par les USA. Donc là, ça nous met déjà quelque chose d'assez clair. Pour l'instant, les US, ils n'arrêtent pas de redéfinir les règles toutes les 2 minutes, et ça nous met dans une position qui est difficile pour savoir exactement quoi faire de notre côté. Et je pense qu'il y a eu déjà des mauvaises choses de fait du côté du gouvernement canadien. Premièrement, on a voulu répliquer beaucoup trop tôt avant de savoir quel allait être l'impact. Et deuxièmement, il va falloir regarder quel est l'impact sur l'économie canadienne et prendre des bonnes décisions par rapport à ça, parce que mettre des tarifs douaniers, c'est pas du tout le même impact sur le Canada et sur les US, et c'est justement là-dessus que j'ai envie de faire un gros point dans cette vidéo. Donc on va passer justement au deuxième point qui est l'impact commercial au Canada. Donc déjà, les exports vers les États-Unis correspondent à 19% du PIB canadien. Donc tu t'imagines bien que ça nous fait très mal en fait si on est impacté. C'est 19% de notre PIB qui risque de partir à la poubelle. Et donc là, je vais te montrer en fait quelques sources que j'ai pu récupérer. Donc ici, sur la Banque Scotia, qui a fait un très beau dossier, bien sûr, toutes les sources que j'ai utilisées, je vais te les mettre dans la description, comme ça tu peux toi aussi les consulter, et si j'ai loupé quelque chose, eh ben, on va pouvoir en reparler. Donc tu vois, les exports aux États-Unis sont responsables de à peu près 19% du PIB du Canada en 2023, donc en 2024, ça devrait être à peu près la même chose. Ensuite, à travers tous les secteurs d'exportation, les US représentent entre 74% et 100% du volume exporté par le Canada. Donc imagine-toi que sur la plupart de nos secteurs économiques, ça fait une énorme différence en fait de ne pas pouvoir exporter aux US en ce moment. Donc ça, pareil, pardon, c'est pas le bon truc, ça, c'est aussi dans le rapport de la Banque Scotia qu'on a ici, tu vois, on se fie au marché US pour entre 74 et 100% de la totalité de nos exports. Ensuite, le Canada importe 34% de ses biens intermédiaires, c'est-à-dire les produits non finis, des États-Unis. Donc là, c'est pareil, si on impose des tarifs douaniers de 25% sur absolument tout ce qui rentre des États-Unis, eh bien, on se tire une énorme balle dans le pied, puisque ça va impacter, en fait, à peu près un tiers de notre économie. Et le commerce avec les États-Unis
permet 2,04 millions d'emplois directs ou indirects au Canada, dont 54% dans les secteurs manufacturiers. C'est 10% des emplois au Canada. Donc ici, tu peux voir le nombre d'employés que l'on a au Canada. Tu vois ici, on a environ 21 millions de personnes. Et on a toujours dans ce rapport de la Banque Scotia le fait que l'économie, le commerce avec les États-Unis est responsable de 2,04 millions d'emplois directs et indirects au Canada en 2020. Donc situation qui a certainement un petit peu évolué, mais qui reste très importante. Donc là déjà, ça nous plante un bon décor. On est très très dépendant des États-Unis au Canada pour notre commerce international et c'est une grosse partie de notre PIB. Donc forcément, si on rentre dans cette guerre commerciale sans réfléchir, ça risque de nous coûter très très cher. Maintenant, voyons voir ce qu'il en est des États-Unis. Donc déjà, les exports US vers le Canada correspondent uniquement à 1,17% du PIB des États-Unis. Donc même s'ils font beaucoup de commerce avec nous, pour eux, l'impact sur leur PIB, il est négligeable. Et donc, ils peuvent s'en foutre beaucoup plus, en fait, d'avoir un petit peu plus cher à payer sur certains produits. Au niveau des imports, c'est l'énergie qui crée un gros déficit de la balance commerciale. 30% des imports provenant du Canada sont de l'énergie. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les arguments de Trump sur le fait que la balance commerciale n'est pas à l'équilibre et que du coup, il a envie de remettre ça à l'équilibre, c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que la seule chose sur laquelle c'est pas vrai, c'est sur l'énergie. Et effectivement, ils importent beaucoup d'énergie, mais l'énergie leur permet de transformer des matières premières, etc., en produits finis qui vont à leur tour exporter, et donc ça leur bénéficie d'une certaine façon. Maintenant, on a peut-être un coup à jouer justement sur l'énergie, puisqu'ils ont besoin de notre énergie, et notamment de l'électricité, qu'ils importent pour certaines parties des États-Unis, comme par exemple New York, etc., qui reçoit de l'électricité de l'Ontario. Par contre, pour ce qui est du pétrole, effectivement, ils en reçoivent, mais ils pourraient en recevoir à partir d'autres sources. Et donc là, je pense que si on essaye de mettre des sanctions par rapport à ça, ils pourraient essayer de se retourner vers d'autres sources. Maintenant, 51% de l'énergie importée aux US vient du Canada, donc encore une fois, on voit que le secteur énergétique, c'est quelque chose d'important. Et pour ce qui est des minéraux critiques, 50% à 80% des besoins des États-Unis sont couverts par le Canada en ce qui concerne le zinc, le tellurium, le nickel et le vanadium. Les réserves importantes du Canada en terres rares sont convoitées par les États-Unis. Donc là, ça, c'est ce qui nous explique un petit peu pourquoi Trump, il n'arrête pas de faire allusion à l'annexion du Canada. Je pense qu'en grande partie, en ce moment, il est obligé en fait de dealer avec la Chine pour avoir beaucoup de terres rares, puisque la Chine est le leader mondial en fait sur l'extraction de terres rares. Mais au Canada, on en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont inutilisés. Et donc, on pourrait commencer à faire du minage de terres rares au Canada. Maintenant, pour ce qui est de l'économie. Donc, les tarifs douaniers imposés sont de 25% sur la plupart des biens exportés qui ne se conforment pas avec les règles d'origine USMCA. Pour l'instant, c'est loin d'être sur tous les produits exportés par le Canada. Pour rappel, le marché arbitre très bien les choses naturellement. Le taux de change a déjà baissé de 16% depuis 2021 et à l'époque, nos exportations se portaient très bien. L'impact des tarifs est donc uniquement de 9% si on compare par rapport à 2021. Donc là, je t'ai mis un petit graphique du dollar canadien contre le dollar américain. Pour ceux qui font partie de ma chaîne, qui me suivent maintenant depuis un petit moment, vous savez que j'en ai déjà parlé en fait de tout ça. Chaque semaine, je fais un point complet sur l'économie. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai ici sur mon Discord. Tu vas voir, voilà. Ici sur le Discord, donc on parle entre nous, etc., de tout et de rien, donc ça peut être pour échanger ensemble, mais j'ai une section ici qui s'appelle Macro Hebdo, et dans le Macro Hebdo, en fait, je fais un point sur l'économie au complet chaque semaine. Et dans ce point, on a déjà parlé du taux de change de nombreuses fois, et justement en disant que ça nous avait, en certains termes, déjà offseté
tarifs douaniers qui nous sont imposés, puisque on a déjà une grosse dévaluation du dollar canadien par rapport au dollar américain. Donc pour les entreprises qui importent des biens qui viennent du Canada, eh bien l'impact est déjà fortement diminué par le fait que finalement la main-d'œuvre au Canada elle est moins chère, et en plus de ça, eh bien on a déjà un taux de change qui est beaucoup plus avantageux. La seule autre personne que j'ai entendu parler de ça, c'est Joe's Finance. Il a fait une très très bonne vidéo sur le sujet que je vais mettre aussi en description parce qu'il a fait un très bon travail et je pense que c'est une bonne personne à suivre pour les personnes qui s'intéressent à l'économie canadienne. Donc voilà, ça fait déjà un très bon point pour essayer de se calmer en fait un petit peu. C'est pas non plus complètement un drame, ces 25% qui arrivent, étant donné qu'on a cette compensation qui se fait et qui va continuer à se faire au fur et à mesure du temps. Les gouvernements provinciaux et fédéraux proposent des solutions stupides. Si Trump est un imbécile de nous imposer des tarifs douaniers, ne sommes-nous pas exactement aussi idiots de faire la même chose? Donc on va regarder le détail. Hop, excusez. Voilà, on développe ça. Ici, on peut voir que 55% de la nourriture au Canada est importée par les États-Unis. Pour l'instant, les tarifs qui ont été mis justement de la part de notre super gouvernement, ça a été beaucoup sur justement des produits qui sont plutôt de la nourriture, en fait, des produits agricoles. Et donc ça, à qui ça qui c'est que ça va impacter? Ça va impacter eh bien, les consommateurs beaucoup plus que les industries. Et ça va nous faire vraiment mal. Donc ça, toutes ces données, je les ai prises sur ce site, Trading Economics, qui nous montre exactement tout ce qu'on importe à partir des États-Unis, et tu peux le comparer à tout ce qu'on importe au global. Et donc ça te donne une bonne idée de, sur nos importations, combien viennent des États-Unis. Donc là, je t'ai fait tout ce détail-là, 55% de la nourriture, 58% de nos importations de véhicules, 27,37% de l'importation de nos produits pharmaceutiques et 52% de notre acier et de notre fer. Donc là encore, quand on veut construire des maisons, etc., ça va nous coûter plus cher. Les médicaments vont nous coûter plus cher. Les voitures vont nous coûter plus cher. Donc tout ça, est-ce que c'est vraiment au bénéfice de la population ? Ce qu'on peut voir ici, c'est que les consommateurs canadiens seront fortement impactés par l'imposition des tarifs aux USA par le Canada. On ne peut pas s'engager dans une guerre commerciale contre le leader mondial, encore moins lorsque notre économie dépend à 20% de ce marché. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'a pas été assez mis en avant. Nous, au Canada, on dépend beaucoup des États-Unis. Il faut que l'on temporise, qu'on ne prenne pas tout de suite des mesures de représailles et que l'on développe nos autres marchés pour être justement beaucoup plus résilient par la suite et beaucoup moins dépendant des États-Unis. Mais là, à l'heure actuelle, est-ce que c'est une bonne chose de faire une guerre commerciale et de se lancer comme ça dans une escalade des tensions où justement les discussions deviennent de plus en plus tendues et qu'on fait de moins en moins d'efforts d'un côté ou de l'autre? Je pense que ça peut mal se passer pour le Canada. La monétisation des crises est une spécialité au Canada. Pour ceux qui me connaissent, je parle régulièrement de la politique monétaire de la BOC, donc pareil dans le macro hebdo. Donc si tu veux rejoindre le Discord, c'est complètement gratuit, le lien est dans la description. Je dis que les taux sont amenés à baisser rapidement afin de ne pas risquer de mettre à mal les banques avec une crise immobilière, advenant que les gens ayant acheté des maisons trop chères quand les taux étaient bas ne puissent plus supporter la hausse des taux au moment du renouvellement des hypothèques. Donc, tout ça, c'est un point que j'ai fait depuis de nombreux mois, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais on avait une baisse du marché de l'immobilier, d'une part, on aurait une grosse crise à propos des retraités, puisque la plupart de la valeur des ménages canadiens est détenue dans leur maison, et donc s'ils ne peuvent pas la revendre pour financer leur retraite, ça peut être déjà très compliqué. Mais deuxièmement, il y a aussi tous les prêts qui ont été accordés. Et ça, eh bien, les maisons sont le collatéral des banques pour les prêts qui ont été accordés. Si la valeur de l'immobilier baisse, ça risque de mettre à mal le collatéral des banques. Et ça peut être justement encore plus impacté si beaucoup de personnes perdent leur travail. Puisque si on a déjà 10% de nos emplois qui dépendent directement ou indirectement du commerce avec les États-Unis, on risque de se retrouver avec plus de personnes au chômage si cette guerre commerciale s'intensifie.
Et dans ce cas-là, on peut se retrouver en récession avec des personnes qui ne peuvent plus continuer à payer leur maison. Et donc, moi, je pense que la Banque centrale du Canada va faire tout ce qu'il faut pour essayer d'éviter ça et de baisser les taux d'intérêt rapidement pour que le renouvellement des hypothèques se fasse le plus sans douleur possible. Le fait qu'ils vont baisser les taux, eh bien, ça va faire monter les obligations, le prix des obligations. Donc ça, c'est une bonne chose déjà que l'on peut faire, mais ça va aussi faire baisser la valeur de notre monnaie. On va sûrement faire de la planche à billets pour imprimer plus d'argent et stimuler l'économie. Et justement, eh bien, ça va encore réduire encore plus l'impact des tarifs douaniers. Il ne faut pas oublier que la monétisation de la crise du Covid nous a amené à une forte inflation qui impacte encore aujourd'hui de nombreux ménages, couplée avec la hausse de 25% imposée par notre propre gouvernement, puisqu'on vient de mettre des tarifs douaniers sur les produits importés et qu'on a vu que 55% des produits de l'alimentation sont importés par les États-Unis. Par notre propre gouvernement sur les imports venant des USA, les différentes subventions qui pourraient être accordées et la politique monétaire accommodante, planche à billets, on risque de se retrouver encore une fois dans une spirale inflationniste qui va nuire fortement à la population et aux épargnants. Effectivement, si le prix de la monnaie baisse, eh ben c'est les épargnants qui payent les pots cassés. Donc, à ce moment-là, eh bien, ça risque d'être assez dangereux en fait pour les personnes qui détiennent du dollar canadien, malheureusement. Donc, je ne veux pas être alarmiste. On n'est pas du tout en train de se dire le dollar canadien c'est fini, il faut absolument sortir. C'est juste qu'il faut vraiment garder ça à l'œil et que si ça commence à aller dans cette direction-là, il va falloir aussi prendre des mesures pour protéger notre épargne. Pour ce qui est de la politique, si on veut négocier efficacement, il faut déjà savoir qu'est-ce que Trump y veut. Et ça, c'est la partie, je pense, difficile et où il faut vraiment se poser. Donc il y a le problème de fentanyl. Pour moi, c'est plutôt une excuse, surtout pour la partie canadienne. Et il y a déjà eu des efforts qui ont été faits dans ce sens. Et pour l'instant, ça n'a pas semblé avoir un gros impact sur ce que Trump a envie de faire. Donc à mon avis, c'est juste une excuse pour imposer des tarifs douaniers. Ensuite, il y a la réindustrialisation, j'ai du mal avec ce mot, des États-Unis. Un des désirs clairement affichés est de ramener plus d'industrie sur le territoire. Selon lui, les tarifs douaniers visent à rendre les USA plus compétitifs. Donc ça, il a été très clair là-dessus dans sa campagne et depuis qu'il est président, Donald Trump. Il a dit « Je veux ramener les entreprises sur le territoire et je veux que les produits soient créés aux États-Unis ». Il y a un problème avec ça, c'est que pour certaines industries, c'est assez difficile à faire. Par exemple, l'automobile, eh ben, c'est déjà des circuits qui sont complètement intégrés entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et donc, si on devait comme ça prendre une usine de construction d'auto, la fermer, virer toutes les personnes et la reconstruire aux États-Unis, la redéployer, eh ben, ça serait des coûts qui seraient énormes et en fait une amortisation qui serait très longue pour les constructeurs, les manufacturiers d'automobiles. Donc il y a des choses qui sont un petit peu irréalisables dans ce sens-là, mais en même temps, pour d'autres secteurs, comme par exemple les semi-conducteurs, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On a déjà vu qu'on avait Taiwan Semiconductor qui commence à construire des grosses usines aux États-Unis, etc., qui essaye de profiter de justement ce que Trump est en train d'essayer de mettre en place sur le territoire américain. Donc il y a un petit peu deux poids, deux mesures ici, et à mon avis, Trump, il est un peu en mode, il se précipite à mettre des tarifs, à faire de l'action et à faire beaucoup parler de lui, mais d'un autre côté, après, quand il se fait un petit peu taper sur l'épaule par les industriels, il revoit un petit peu ses plans et il le fait seulement sur les secteurs sur lesquels il va être capable de le faire de façon pérenne en fait. Ensuite, il y a la réduction du déficit commercial avec les États-Unis. Donc le gouvernement aimerait changer la donne et passer à un équilibre de la balance commerciale, voire même avoir un excédent. Donc ça, c'est une autre des choses qu'il a affiché clairement. Et dans ce sens, eh ben, on va voir qu'est-ce qu'il va vouloir faire et comment nous aussi, on pourrait dealer avec lui pour aller un petit peu dans ce sens-là. Ensuite, il y a créer du chaos, ça lui permet de faire parler de lui beaucoup, et possiblement de déstabiliser les parties adverses, c'est difficile de savoir ce qu'il va faire, et donc d'ajuster la stratégie en conséquence. Et ensuite, il y a la question de l'annexion du Canada, donc c'est vrai qu'il en a parlé à de plusieurs reprises, et il faut commencer à prendre ça au sérieux, puisque
Au début, on pensait que c'était une joke, mais maintenant, ça a l'air de devenir quelque chose qui revient sur la table de plus en plus souvent. Alors effectivement, ça va avec le fait de créer du chaos et de faire beaucoup parler de lui, mais d'un autre côté, on ne peut pas complètement ignorer ce qu'il essaye de dire à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça lui permettrait de sécuriser des ressources importantes en terres rares et d'avoir accès à des territoires stratégiques. Les USA, ils ont quand même de nombreuses fois obtenu ce qu'ils veulent via des sanctions, avec l'extraterritorialité du dollar et des embargos. Peut-être que la guerre commerciale peut servir à affaiblir l'économie canadienne en vue d'une absorption. Donc ça, c'est quelque chose que notre Premier ministre nous a dit. Je suis pas sûr que ce soit complètement vrai. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la tête et dans la stratégie de Trump. Mais on ne peut pas complètement l'écarter, donc je pense que c'est quand même bien d'en parler. Ensuite, au niveau de la société, donc moi ce que je vois, c'est que les médias n'en finissent plus de nous parler du boycott des produits américains. Donc une chose que j'ai pas envie de voir dans ce beau pays qui m'a accueilli, dont j'ai décidé de faire partie, etc., c'est de la tension entre les personnes ici pour le fait que quelqu'un décide d'acheter du ketchup Heinz, etc. Donc à mon avis, il faut se calmer un petit peu avec ça. Chacun doit y aller comme il veut. Il n'y a pas de problème pour moi à favoriser les produits canadiens. Au contraire, c'est très bien, ça favorise notre économie. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans une imbécilité de tension où on va se liguer contre les personnes qui décident de ne pas suivre la même direction que nous. Les gens commencent à ne plus faire la distinction entre la politique américaine et le peuple américain, qui n'est pas forcément d'accord avec cette politique. On peut voir une montée des sentiments nationalistes et de haine des voisins. Le problème, pour moi, c'est pas que ces comportements existent, mais qu'ils se généralisent à la population, galvanisés par les médias et leurs articles sensationnalistes qui attisent la haine. Donc, ici, ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est des gens qui réfléchissent par eux-mêmes. On prend des données, comme là j'ai fait, on regarde l'impact commercial au Canada, on regarde l'impact commercial aux États-Unis, on se pose les bonnes questions, on essaye d'apporter des réponses à ces questions qui soient cohérentes et qui ne soient pas juste amenées par notre sentiment de vengeance où justement on répond beaucoup trop rapidement et que finalement on regrette par la suite d'avoir fait des actions qui n'étaient pas mesurées. Donc, encore une fois, la montée des tensions comme ça dans la société, c'est jamais très très bon. La publication des sondages, tels que 70% des Canadiens veulent imposer des contre-tarifs aux Américains ou un Québécois sur deux qui voulait partir en vacances aux États-Unis a annulé son séjour, pousse à vouloir se conformer à la majorité et faire partie du troupeau. Donc ça, c'est quelque chose que les médias mettent en place et qui nous pousse au tribalisme, en fait. On a envie de faire partie de la globalité de la population, donc on va se mettre tous du même côté. Et le problème, c'est que ça ne nous permet plus d'avoir une vision claire et de réfléchir par nous-mêmes. Donc, je pense que c'est bien de prendre un petit peu de recul, d'essayer de se calmer un petit peu et de prendre le temps de formuler les bonnes réponses aux États-Unis pour essayer d'avoir les meilleurs outcomes, les meilleures solutions possibles. Et dans l'histoire, la montée du nationalisme se termine rarement par des événements heureux. Essayons de garder la tête froide et de faire la part des choses, les Américains. C'est pas Trump. Que peut-on faire pour améliorer la situation? Donc voilà, encore une fois, on a vu que quand toutes les personnes marchent derrière un leader et vont toutes dans la même direction, et que cette direction, c'est la haine des autres peuples, ça s'est souvent mal passé par le passé. Donc, à mon avis, encore une fois, essayons plutôt de désescalader tout ça, de rester le plus rationnel possible et d'offrir les bonnes réponses et de trouver des deals aussi avec les différents États des États-Unis. Il y en a peut-être qui veulent dealer avec nous de façon différente de l'État fédéral. Donc ça, c'est des choses, à mon avis, à faire. Maintenant, on va parler un petit peu de nos finances dans tout ça, donc comment on peut essayer de réfléchir à notre patrimoine avec ce qu'on est en train de voir. Déjà, premièrement, Trump, il est très erratique en ce moment. Ça crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés et les marchés détestent l'incertitude. Donc les marchés qui sont les plus risqués, c'est-à-dire le marché des actions, le marché des crypto-monnaies, eh bien, on peut voir qu'ils réagissent très très fort en ce moment à cette incertitude. Donc ça, c'est les premières choses à prendre en considération. Ensuite, il va falloir garder le taux de chômage aux USA et au Canada à l'œil, ainsi que les décisions de politique monétaire.
S'il y a récession, les valeurs des obligations ont de bonnes chances de monter sur le court terme avec la baisse des taux. Les obligations de long terme seront les plus favorisées par cette hausse. Donc attention, on a vu déjà le chômage augmenter un tout petit peu aux États-Unis. On a vu qu'au Canada, ça restait de façon assez constante vers la hausse. Ça, c'est des choses à prendre en considération. S'il y a monétisation de la crise, ça va faire baisser le taux de rendement des obligations et surtout celle de long terme. Et donc, ça va faire monter le prix de ces obligations. Donc, ça peut être un coup à jouer dans une crise comme ça. Gardez à l'œil l'inflation sur le moyen long terme. Si la Banque centrale du Canada stimule l'économie à coups de planche à billets et qu'on voit l'inflation repartir, on aura les deux cas de figure présentés sur le cadran de Gavekal. Donc je vais te montrer un petit peu le cadran de Gavekal que l'on a ici. Donc quand on a de l'inflation dans un système, il y a deux cas de figure. Soit on est en bust, soit on est en boom. Donc si on est en bust, c'est, disons, récession. Si on est en boom, c'est que, voilà, on a une économie qui fonctionne bien. Eh bien, si on est en bust, la chose à faire, c'est de se mettre en cash dans les monnaies les plus sécures. Donc par exemple, ça peut être du franc suisse, ça peut être du dollar américain, ça peut être de diversifier entre plusieurs devises, par exemple de la livre sterling, etc. Donc, à voir comment on veut détenir ça. Et donc, ça peut être dans des fonds monétaires de très court, des obligations de très court terme, des fonds monétaires. Si on est en boom, bon, ça on l'a très bien connu en fait pendant le Covid, on avait grosse poussée inflationniste, mais en même temps une économie qui était en croissance. Eh bien, c'était stores of value. Donc là, on pouvait faire de l'immobilier, de l'or, des commodities, et toutes les industries qui ont des coûts fixes sur le long terme. Par exemple, quand tu es un producteur et que tu as déjà signé des contrats sur des contrats futurs qui ne vont pas te coûter plus, eh ben, tu peux augmenter ton pricing sans augmenter ton coût de revient, et donc là, ça peut être très très rentable. Par contre, il faut vendre les obligations de long terme. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est en train de baisser les taux, de baisser les taux, de baisser les taux. Quand les taux arrivent au plus bas, il faut absolument s'en débarrasser, parce que quand les taux vont remonter, la valeur des obligations va beaucoup baisser. On l'a très bien vu avec la faillite de la Silicon Valley Bank, par exemple, en 2022 ou 2023, je ne sais plus si c'était en 2022 ou 2023, c'était entre les deux. Donc, on sait que ce genre de choses-là, ça arrive, et on l'a très bien vécu il n'y a pas très longtemps. Pour les portefeuilles qui sont trop pondérés sur des secteurs qui peuvent être visés par les tarifs douaniers, eh ben, ces portefeuilles-là vont être plus à risque. Donc, il vaut mieux passer en revue le portefeuille sous cet angle, donc en se disant, OK, qu'est-ce qui est le plus impacté par les tarifs douaniers, et se demander si c'est une bonne idée de conserver une pondération sur ces titres-là, une grosse pondération sur ces titres-là. Pour réduire la volatilité sur le court terme, augmenter la portion de cash, donc money market, CPG, obligations de court terme, ça peut être une bonne idée. Ça permet aussi de saisir des opportunités d'achat quand les prix peuvent arriver à être très sous-évalués. Et enfin, c'est un bon moment pour observer les variations sur nos portefeuilles de long terme et se demander si on est OK avec la volatilité. En gros, on est dans une volatilité qui reste normale sur un marché. De temps en temps, on a des gros pics à la hausse, des pics à la baisse, etc. Et il faut être capable de supporter ça. Si on n'est pas capable de supporter ça, eh ben c'est un bon signal que, surtout pour les personnes qui sont arrivées là dans les 2-3 dernières années où on n'a eu que de la hausse, eh ben de se poser et de se dire « Ah, ok, finalement, je ne suis pas capable de supporter ça », et on peut revoir comme ça en fait la pondération du portefeuille afin d'être plus à même de supporter la volatilité sur le long terme sur ce portefeuille. Voilà, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de te dire par rapport à cette guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada. J'espère que cette vidéo a permis de faire un bon point. Si j'ai loupé des choses, n'hésite pas à venir m'en parler en commentaire. Je suis toujours OK pour débattre de tout. D'ailleurs, tu peux me dire si toi, tu es plutôt pour le fait qu'on fasse des contre-tarifs, des contre-mesures, etc. Et qu'est-ce que tu penses qui serait de bonnes contre-mesures en fait là-dessus? Et puis, si tu as aimé ça, n'hésite pas à me laisser un gros like, à t'abonner et à partager cette vidéo avec tes amis. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!